Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver après une période quand même un peu compliquée. La guerre des prix est relancée, donc ça c'est assez dramatique pour le secteur. L'annonce de Free sur la 4G, je vous rappelle que Free a annoncé qu'il n'avait pas de réseau 4G, mais qu'il faisait quand même des offres, parce que s'il n'y avait pas marqué 4G sur ses offres, les clients ne prenaient pas l'offre. Donc il a dit j'inclus la 4G qui n'existe pas en termes de couverture dans mes abonnements. Ça a fait craquer Bouygues, qui a dit bon bah moi aussi je vais inclure la 4G dans le prix de la 3G. Bon, le problème c'est que cette destruction de valeur est absolument terrible parce que le résultat c'est que oui on va avoir de la 4G sur les grandes villes, mais enfin non on n'aura pas de 4G dans une couverture raisonnable et en particulier sur les campagnes. Réponse aussi de Martin Bouygues qui a ouvert le feu sur la DSL en disant bah comme j'ai pas d'abonnés à DSL, c'est un peu comme Free qui a pas d'abonnés qui a pas de couverture 4G. Ben, je décide de faire un prix cassé. Donc vous devez voir à la pub, à la télé, sur TF1, comme par hasard. Vous voyez des pubs qui disent la DSL c'est pas cher. Alors c'est formidable cette idée, mais le problème c'est que ça remet une pression sur les prix de la DSL. Et de nouveau les marges s'érodent et il faut tenir le choc. Alors c'est très bien pour Bouygues parce qu'il n'a pas d'abonnés, mais enfin les autres qui ont des abonnés perdent en valeur. Et donc, ça met une pression sur la marge. Le seul bénéfice de cette annonce, quand Martin Bouygues a fait sa grande interview, je crois que c'était au Figaro, c'est que Free a dévissé de 1 milliard d'euros, a perdu 10% de sa capitalisation boursière, a été suspendu de cotation. Et donc, l'espèce de phénomène de bulle qu'il y a eu sur Free, spéculative, a été arrêté en tous les cas pendant quelques heures. Parce qu'une suspension de cotation, c'est quand même assez grave. 1 milliard de capitalisation perdue. Finalement, dans pas mal d'états-majors, ils ont ouvert le champagne. Mais enfin bon, le problème c'est que les salariés vont trinquer, donc je ne suis pas sûr que nous, on puisse ouvrir le champagne. Troisième élément, ils ont une nouvelle obsession qui est le roaming, sur lequel vous avez vu que maintenant on commence à inclure dans les offres illimitées 35 jours par-ci sur le Portugal, 35 jours par-là sur l'Italie, 15 jours par-là sur la Pologne, 20 jours par ici sur l'Espagne, etc. Alors c'est formidable. Le roaming, évidemment, vous trouvez tous, quand vous partez en vacances, que c'est trop cher. Ça représente quelque chose qui est une source de revenus. De nouveau, ça fait perdre encore des centaines de millions d'euros aux opérateurs. Et ça fait qu'à la fin, la France va devenir le pays où la téléphonie mobile va être la moins chère. Et si le roaming disparaît, c'est-à-dire si les prix du roaming disparaissent, vous verrez bientôt des Polonais prendre des abonnements Orange France, parce que ça coûtera moins cher que des abonnements Orange Pologne. Je n'ai rien contre les Polonais. Je pourrais dire exactement la même chose avec les Bulgares ou avec les Croates. Enfin, on est à peu près dans ce délirium très mince qui est en train de s'organiser tout doucement. On y va. Alors la Commission européenne sera ravie, mais comme on n'a pas de péréquation et comme on n'a pas de système de solidarité, je ne sais pas très bien où est-ce que ça va finir, mais à la fin, tout le monde va être abonné sur la France et on aura des accords de roaming en local. Enfin, ça va être très très étrange. Ce qui est en train de se passer est très étrange. Je ne sais pas comment ça va finir, mais en tous les cas, on y va droit devant. Le deuxième élément qui a marqué là, les quelques mois qui nous ont séparés du séminaire, c'est ce qu'on appelle la fin de la concurrence par les infrastructures. Je vous rappelle qu'il y a deux doctrines. Il y avait une doctrine qui était plutôt anglo-saxonne, qui considère qu'il y a concurrence dès lors que le client a plusieurs offres. Puis il y a une doctrine qui était plutôt la doctrine française, qui était de dire la concurrence par les infrastructures dans le secteur des télécoms, ça avait un sens. Et donc, c'est pour ça qu'on avait interdit, on avait 4 réseaux, enfin 3 et demi, enfin 3 un quart. De l'autre côté, on laissait dans les autres pays les fusions d'infrastructures. Je vous rappelle à titre de mémoire que Orange et Vodafone ont fusionné leur réseau d'infrastructures en Espagne et en Roumanie, que Vodafone et Telefonica ont fusionné en Angleterre, que nous avons fusionné, Orange et Deutsche Telekom ont fusionné leur réseau d'infrastructures en Pologne. Donc vous aviez déjà dans le reste de l'Union des fusions d'infrastructures parce que petit à petit on découvre que finalement le modèle néolibéral de concurrence libre et non faussée fonctionne pas et que avoir 4 infrastructures dans un pays, c'est pas l'optimal économique pour le pays, c'est pas l'optimal économique pour personne. Et finalement, 2 infrastructures, c'est très largement suffisant. Donc, vous avez assisté sous la pression des prix, vous avez eu SFR et Bouygues qui n'en pouvaient plus sur leur marge, qui ont demandé à l'autorité de la concurrence une fusion partielle de nos infrastructures.
Donc c'est dans les villes de moins de 200 000 habitants. SFR et Bouygues ont décidé de fusionner à infrastructure, donc ils vont créer une société commune où ils vont mettre leurs antennes, leurs câbles, leurs fibres, etc. dans une société commune qu'ils vont co-détenir et à qui ils vont louer les infrastructures. Alors, je vous avoue que quand on est un peu un spécialiste de l'affaire, on comprend pas très bien comment tout ça va finir, parce que je vous rappelle que dans l'attribution de licences 4G, Free a un droit d'itinérance sur le réseau 4G de SFR. Alors, Free a un droit d'itinérance sur le réseau 4G de SFR, puisqu'il y avait un système d'appel d'offres un peu compliqué qui a fait que c'est une obligation de SFR de lui ouvrir s'il a envie. Ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas lui faire un prix et que finalement, il ne nous décide pas. Mais s'il a il y a une obligation d'infrastructure sur le réseau SFR qui est lui-même fusionné avec Bouygues, je sens que ça va être un sacré bazar et qu'on va en avoir pour un paquet de temps sur un point de vue réglementaire. Grosso modo, la situation de Free sur l'itinérance 3G, 4G devient très compliquée puisque Free a un contrat d'itinérance 3G avec nous que l'autorité de la concurrence avait quasiment imposé. Enfin, avait imposé par une décision, mais il n'avait pas forcément imposé sur notre réseau, mais il avait imposé sur notre réseau celui de SFR qui était seul en mesure de tenir le choc. Et qu'on ne peut pas faire à la fois de l'itinérance sur un réseau 3G et de l'itinérance sur un réseau 4G qui soit différent. Donc, non, il y a un problème de handover très compliqué. Non, il n'est pas résolu. Sinon, Free aurait demandé l'exécution du contrat d'itinérance 4G qu'il a sur SFR, ce qu'il ne fait pas parce qu'il perd ses abonnés au passage. Donc sinon, un Free l'aurait déjà activé, il ne peut pas l'activer. Donc la situation de Free sur la question d'itinérance devient très compliquée, on ne sait pas très bien où ça va, mais c'est pour ça que Free a demandé à être sur la mutualisation des infrastructures de SFR et de Bouygues, ce que évidemment SFR et Bouygues ont dit, tu n'as pas d'infrastructure, on ne voit pas très bien pourquoi on fusionnerait. Élément suivant, Free est devenu un opérateur de low cost, y compris sur le fixe. Je vous encourage pas à regarder les tests de qualité de Free, mais la saturation du réseau data et mobile avec de fortes dégradations lui font perdre ce qu'on appelle les abonnés early adopters. Ça, c'est un phénomène qu'on voit très nettement. Alors c'est vrai qu'on aggrave un petit peu la chose, notamment sur l'Île-de-France, parce qu'on a un plan fibre. Et que dans le plan fibre, c'est pas mal d'abonnés sur Free qu'on gagne. Donc vous avez en fait Free qui est devenu un opérateur low cost et qui est plus devenu l'opérateur innovant qu'on a connu. Ça ne lui empêche pas d'avoir son business model. Le système low cost, ça peut fonctionner. Mais en tous les cas, c'est plus l'offre des geeks telle que c'était avant. Et d'ailleurs, les geeks, ils les aiment pas beaucoup parce qu'ils lui pondent beaucoup de bandes passantes. Et la bande passante, ça coûte cher. Et en data, sur son contrat d'itinérance avec nous, ça lui coûte très cher, donc il n'aime pas forcément les geeks. Il préfère avoir des abonnés low cost. Au forfait, c'est plus rentable. Le résultat de tout ça, c'est qu'on a un effondrement de l'emploi dans le secteur. J'ai mis les centres d'appel à distribution. J'ai oublié évidemment les infrastructures, puisque si vous avez une mutualisation des infrastructures sur SFR et sur Bouygues, globalement, on va diminuer le nombre d'équipements à construire, on va diminuer le nombre de points hauts à réaménager, donc on va encore perdre des implantations, on va encore perdre des travaux, donc on va encore perdre de l'emploi. Donc l'ARCEP avait réussi à truquer les chiffres en comptant les apprentis d'Orange dans ses effectifs, dans ses rapports annuels. Je pense que ça va repartir à la baisse, et ça va partir dangereusement à la baisse. La seule bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que jusqu'au prochain remaniement ministériel, Montebourg semble avoir fait un infléchissement dans le discours politique. Et pour la première fois, on a entendu reprendre une proposition de la CFE-CGC qui est des fréquences contre des emplois. Donc pour la première fois, vous avez dû l'entendre. Moi, je propose que nous devenions le think tank de Bercy. À mon avis, ça pourrait être une bonne idée parce que je pense qu'on ne serait pas forcément plus mauvais qu'eux. Même on serait très largement meilleur.
Et puis, le deuxième discours que vous avez entendu, c'est qu'il veut retirer des pouvoirs à l'ARCEP pour que la politique industrielle soit vraiment décidée par le ministre et pas décidée par l'ARCEP. Ça fait très longtemps qu'on pense qu'il faut les pendre haut et court à l'ARCEP, donc leur retirer des pouvoirs, c'est pas forcément une mauvaise chose. Le Conseil d'État, je crois, leur avait déjà retiré des pouvoirs de sanction. Donc l'autorité de régulation, finalement, qu'est-ce qui va en rester? Pas grand-chose, mais c'est pas forcément un mal. Sur un point de vue un petit peu plus international, pour essayer de vous donner toujours une sorte de vision, 3 sujets. Est-ce que Orange devient progressivement un nain? Je vous rappelle que Vodafone est devenu le premier opérateur européen, les caisses pleines d'argent puisqu'il a vendu sa part dans Verizon, donc il a 100 milliards d'euros. Telefonica tente de prendre le contrôle de Telecom Italia et Deutsche Telekom va sans doute fusionner sa filiale aux US avec Sprint, SoftBank, et donc se désengager des US pour ressortir du cash. Alors l'opération n'est pas si évidente que ça, mais enfin il pourra avoir un trésor de guerre et finalement faire qu'il arrive en partie à se désendetter. Et finalement on devient le plus petit des quatre grands opérateurs pan-européens. C'est un peu triste, et en 10 ans de cette politique absolument dévastatrice conduite par les dirigeants et l'actionnaire qu'est l'État, c'est un peu triste de voir qu'Orange s'enfonce tout doucement, mais chaque année s'enfonce un peu plus. Juste un petit rappel sur Vivendi et les autres. Est-ce que SFR va en bourse? Est-ce que Numérica va fusionner avec SFR? Alors je vous avoue que maintenant SFR est dans une situation qui est très compliquée. Vivendi l'a racheté très cher à Vodafone, que la logique de la convergence est ce qui prévaut à peu près dans toute l'Europe. Numéricable est coté en bourse et a plutôt bien réussi. Le fonds qui possède Numéricable est assez performant. Il y a des rumeurs permanentes de Numéricable fusionner avec SFR. C'est pas si évident que ça, parce que la position très forte qu'ils auraient sur le marché du haut débit peut faire que Bouygues hurle à la mort en disant que c'est pas forcément acceptable. Juste une information à prendre en considération. Patrice Brunet pourra vous en dire un petit peu plus, parce que l'ADAS regarde ça avec un peu d'attention. Xavier Niel vend ses titres, donc il est au plus haut et il pourrait considérer qu'il est au plus haut, donc il vend certains de ses titres. Et pour garder un contrôle assez important sur son assemblée générale, et notamment pour pouvoir faire passer ses évolutions de structure ou ses opérations, il a quand même besoin parfois d'une double majorité. Il fait valoir des droits de vote double qui sont prévus dans ses statuts. Donc en fait, vous avez un jeu de désengagement de Xavier Niel qui est assez net sur Free. Est-ce que c'est le fait qu'il considère qu'il arrive en haut de cycle? Peut-être, en tous les cas. Et après, avec son argent, il fait d'autres choses puisqu'il achète de la presse. Donc c'est une stratégie qui est assez lisible et qui est en cours. Je voudrais revenir juste un instant sur le monstre Google, parce que si vous avez surfé ce week-end sur Google, vous avez vu qu'ils ont été condamnés par la CNIL pour violation des données personnelles. Alors, un truc très étrange, donc moi j'ai écrit à la CNIL, là j'ai envoyé un mail en demandant, mais je comprends pas très bien parce que je vois ça sur mon PC, mais je vois pas ça sur ma tablette. Donc je comprends pas pourquoi sur ma tablette iPad je l'avais pas et pourquoi sur mon PC j'avais la condamnation. Je sais pas ce qu'ils ont encore fabriqué sur la publication. Enfin, je trouve que je regarde Google avec ma tablette aussi, donc c'est un élément important. Il y a une montée générale sur la question des données personnelles, du big data. Il y a une inquiétude qui est montante, parce que quand on commence à compiler toutes les données personnelles qu'on a sur un individu, on peut être inquiet. C'est le sujet sur lequel il faudra peut-être un jour qu'on se préoccupe. Alors, les estimations qui sont faites, c'est que on arrivera à peu près à quelqu'un qui naît dans les 5 à 10 ans qui vient, on arrivera à avoir une information clé sur lui toutes les 5 minutes de sa vie, et on sera capable à la fin de sa vie de retracer toute sa vie. Bon, alors évidemment, je condamne les parents qui photographient leurs gosses tous les 5 minutes.
Mais grosso modo, il y a tellement d'informations qui circulent sur les individus que entre les photos qu'on prend de ces enfants et toutes les informations qu'on a sur un point de vue scolaire, ensuite sur un point de vue professionnel, ceux qui passent leur temps à publier des trucs sur Facebook, qui utilisent Foursquare, etc., et qui se rendent même plus compte, parce que les ados se rendraient même plus compte sur les données personnelles. On est à un niveau et qui vont surfer, sur lequel chaque surf est enregistré par Google, etc. On est chaque fois que vous faites un achat dans votre carte bancaire, c'est évidemment utilisé. Chaque fois que vous utilisez votre Vélib, c'est enregistré. Chaque fois que vous passez votre passe Navigo dans le métro, c'est enregistré. Donc chaque fois que vous franchissez la porte de votre bureau avec un badge, c'est enregistré. Chaque fois que vous passez un coup de téléphone avec votre téléphone mobile, on sait où vous êtes et votre téléphone vous suit. Si vous éteignez pas, c'est assez catastrophique. Et puis même votre téléphone fixe, quand vous l'utilisez, on sait où vous êtes parce qu'on sait que vous êtes chez vous. C'est idiot, mais on sait où vous êtes. Donc le niveau d'information est assez élevé. Donc c'est une donnée personnelle. Chaque fois que vous passez un coup de fil, en plus on sait à qui vous appelez. Donc il y a quand même un vrai sujet, une vraie préoccupation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous avez vu, là, il y a une discussion qui est sur un redressement fiscal de Google par le fisc français qui serait de 1 milliard d'euros. Donc vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, on considère que Google échapperait au fisc. Vous avez vu que dans le même temps, Yahoo a délocalisé ses activités françaises en Irlande. Ça vous donne l'ambiance. Bon, l'Irlande... il reste plus grand-chose à part des pommes de terre, mais en ce moment, donc c'est un peu triste comme pays. C'était à une grande époque, une grande plateforme de centre d'appel, mais ça l'est plus tout à fait. Mais en tout état de cause, toutes les boîtes, que Facebook qui est déjà, c'est la concurrence fiscale entre les différents pays, ou c'est la concurrence sur les données personnelles. C'est un élément qui est préoccupant et sur lequel je pense que à l'extérieur, on voit pas. On en débat un peu à l'extérieur, et je pense qu'en interne, ça échappe un peu à tout le monde, mais on est un peu insensible à ça. C'est pas sans vous rappeler qu'on a perdu 800 000 abonnés, ou les données partielles de 800 000 abonnés, puisqu'on a perdu leur adresse mail, leur nom-adresse. Je crois qu'on a même perdu leur adresse perso. Bon, vous allez me dire, rassurez-vous, les Allemands 15 jours avant avaient réussi à perdre 16 millions de comptes. Avec les numéros de compte en banque. Donc les Allemands étaient absolument joyeux. Il y a eu un gigantesque scandale en Allemagne il y a 15 jours. Vous n'en avez pas entendu parler. Enfin, c'est juste pour vous dire qu'il y a des hackers qui ont récupéré 16 millions de coordonnées bancaires. Bonjour l'ambiance. Voilà à peu près l'ambiance dans laquelle, je ne vais pas vous faire un panégyrique de la cybercriminalité, mais enfin, c'est absolument hallucinant ce qui est en train de se produire, et je pense que ça mériterait qu'on ait une petite réflexion collective, nous en tant que salariés et que syndicats à l'intérieur de la maison, de qu'est-ce que les données personnelles de nos clients, comment ça marche et quelles sont les conséquences sociétales que ça a, parce que je pense qu'en tant que salarié, on fait beaucoup de choses et en tant que citoyen, ça doit nous interpeller. Deux éléments qui montrent que le monstre Google est quand même extrêmement terrifiant. Les uns et les autres ont vu la vente de Motorola en disant Google a échoué en achetant un truc et en le revendant. Alors l'histoire n'est pas si simple que ça. C'est que Google a gardé l'ensemble des brevets de Motorola qui constituaient la majorité de son portefeuille d'actifs économiques, puisque dans la vente quand ils l'ont acheté, ça valait à peu près la moitié de la valeur de Motorola et qu'ils ont gardé tous les brevets. Donc finalement, il y a peut-être une grosse différence entre l'achat et la revente. Mais quand vous commencez déjà à enlever les brevets, la perte de valeur n'est pas si importante que ça. Donc finalement, Google a juste sécurisé son écosystème Android sur lequel il était très en retard. Et donc, et en plus, s'est débarrassé de quelque chose qu'il mettait en porte-à-faux avec les autres fabricants de type Samsung, etc. Donc l'opération finalement de vente de Motorola vient paradoxalement plutôt renforcer Google que l'affaiblir, d'après toutes les analyses un peu stratégiques qu'on peut faire sur la question. Et puis, dernière saloperie quand même que Google nous a inventée, c'est qu'il a décidé d'exercer des pressions pour ne pas payer le trafic qui amène les gens vers YouTube ou vers son service.
en décidant de lancer un indicateur de qualité d'accès à ces vidéos YouTube. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, on n'est pas forcément les plus mauvais. C'est Free qui est bon dernier. Mais c'est quand même assez inquiétant parce qu'en fait, c'est la fameuse bataille que vous avez sur ce qu'on appelle la neutralité du net, où en fait, ceux qui sont les bénéficiaires des infrastructures que les opérateurs construisent exercent des pressions pour que les fournisseurs d'infrastructures continuent à les déployer et à investir, tandis qu'eux en soient les bénéficiaires. Donc beaucoup d'investissements chez nous, peu chez eux, donc peu de risques économiques. Et donc il y a un vrai débat entre les différents opérateurs de la chaîne de valeur. Et je pense que c'est important parce que je vous rappelle quand même que Google, sur la dernière année là, qui vient de s'écouler, a dépassé Orange en chiffre d'affaires. Je sais que c'est un peu... Vous allez dire, nous on baisse de quelques pourcents par an, mais eux progressent significativement et Google est maintenant quand même plus gros que nous en termes de chiffre d'affaires. Je ne vous parle pas en termes de capitalisation, parce qu'en termes de capitalisation, je crois qu'ils sont à 12 ou 15 fois ce qu'on est. Donc inutile de vous déprimer, mais voilà. Et puis dernier élément, Apple a perdu Steve Jobs, donc peut-être que ça va ralentir son appétit. Mais je vous rappelle que sur le compte en banque d'Apple, il y a quand même de quoi acheter la capitalisation. Il y a de quoi acheter avec le simple cash qu'ils ont sur leur compte en banque. Telefonica, Deutsche Telekom et Orange réunis. Il suffit qu'ils fassent un chèque et puis ils ont tout acheté. C'est la valeur de la capitalisation boursière. C'est sur le compte d'Apple et je crois qu'il restera même encore un peu d'argent sur le compte d'Apple. Donc c'est juste un peu pour vous donner l'ambiance du secteur. Quelques éléments économiques sur Orange. La baisse importante du chiffre d'affaires sur 2013, elle est confirmée. Hein, c'est-à-dire que à la fois sur le marché français, la concurrence est extrêmement forte et vous avez une baisse du chiffre d'affaires sur les mobiles. La dégradation de la marge dans le mobile est encore prévue pour 2014, globalement hein, sur le marché. La direction veut stabiliser globalement la dégradation de la marge. Elle a infléchi son discours parce qu'elle parlait d'une marge en valeur absolue. Là, elle est en train de parler de marge en valeur relative, ce qui veut dire qu'on va continuer à descendre. La baisse importante du chiffre d'affaires en France sur 2013, elle est aussi en Europe parce que la situation européenne est mauvaise. Le seul havre de bonheur, ça s'appelle l'Espagne. On va me dire, on ne sait pas très bien comment, mais on augmente notre chiffre d'affaires en Espagne. Enfin, si on sait comment, c'est parce que le gars qui s'en occupe, Jean-Marc Vignol, est plutôt bon. Et donc l'Espagne augmente son chiffre d'affaires, mais tandis que tous les autres concurrents régressent et qu'on est devenu le deuxième opérateur global et qu'on est peut-être en train de devenir le deuxième opérateur mobile devant Vodafone et pas très loin derrière d'ailleurs Telefonica. C'est un vrai succès qui est vraiment imputé à un management de qualité. Malheureusement, c'est pas vraiment le cas dans le reste de l'Europe. Je vous rappelle que je crois qu'ils ont encore prévu une purge sur la Pologne de plusieurs milliers de salariés. Donc voilà, l'augmentation insuffisante des ventes sur la fibre. Je ne vais pas vous raconter les malheurs de la fibre, mais juste pour la petite anecdote, vous savez, la grande boîte, la grande box qui avait été lancée à fond les manettes en disant que c'était une box merveilleuse, elle n'avait pas été complètement prévue pour la fibre, et donc il y a quelques bugs qui font que ça souffre un peu sur le SAV de la fibre. C'est un peu terrible de se rendre compte de ça. Sur Orange, on a une couverture qui est en peau de chagrin. Le deuxième appel d'offres en Birmanie nous a aussi échappé. Je vous rappelle qu'on avait été candidat pour essayer d'avoir une licence mobile, qu'on avait perdu puisqu'on était troisième. Bon, les deux premiers étaient des pétroliers qui l'avaient emporté. Alors quand je dis des pétroliers, ça veut dire des opérateurs pétroliers. Donc c'est QTEL qui est le Qatar, et puis l'autre c'était Telenor qui est la Norvège, qui sont tous les deux financés par des fonds pétroliers. On a perdu aussi l'appel d'offres pour gérer l'opérateur historique. Donc la Birmanie a coûté énormément d'argent en temps et en investissement, puis ça nous échappe. Donc c'était une mauvaise nouvelle. Et Stéphane Richard a dit à ses vœux, je crois, quand ça veut pas, ça veut pas. Bah oui, mais le problème c'est que ça veut vraiment pas. Hein.
Donc c'est vraiment pas une bonne nouvelle dans la dynamique de croissance du groupe. On a vendu la République dominicaine, alors je crois qu'on l'a vendu pour 1,2 milliard ou 1,1 milliard. Juste pour vous dire, ça permet de payer 6 mois de dividendes ou 6 mois d'intérêt. Donc vous voyez, on vit à 6 mois près, et la République dominicaine qui dégageait une bonne rentabilité, ça permet de tenir nos engagements 6 mois, soit des dividendes, soit des intérêts, même pas les deux. Donc inutile de vous dire qu'en fait, au rythme où on va, ça permet de tenir 3 mois, en fait, de faire face à nos échéances financières pendant 3 mois. Les rumeurs sont insistantes de désengagement en Afrique. Vous en avez sans doute beaucoup lu dans la presse. Donc, c'est un discours notamment qui pourrait avoir été tenu aux analystes. C'est vrai qu'on a quelques catastrophes en Afrique. Alors, il y a des pays sur lesquels ça cogne un peu. Je ne vais pas vous expliquer, la Centrafrique. Mais il y a d'autres pays où il y a la vraie question. Si on commence à se désengager de l'Afrique, ce serait un peu inquiétant, mais tout est possible. Ça sera la logique du démantèlement. Et puis je vous rappelle que Maroc Télécom ne peut pas être acheté à cause de notre endettement. On est à 32 milliards d'endettement. Bon, alors rassurez-vous, Vivendi n'arrive pas à le vendre non plus, parce que c'est tellement compliqué de vendre un opérateur qui contrôle 5 opérateurs fixes dans des pays un peu sensibles. Ça renvoie à la question des données et de la big data, qui surveille quoi et qui comment. Donc c'est pas fait, mais enfin, nous on peut pas l'acheter.